Pendant des décennies, Enrico Macias a été une voix de l'exil, de la mémoire et de l'espoir. Un homme dont les chansons ont franchi les frontières bien avant que la politique ne le permette. Aujourd'hui, dans le dernier chapitre d'une vie vécue sous un regard public incessant, il a choisi le silence plutôt que le spectacle, la routine plutôt que les applaudissements. Alors que le monde se souvient encore des stades et des ovations debout, sa véritable histoire se déroule désormais loin des projecteurs. Et elle ne commence pas sur une scène, mais à l'intérieur des murs de l'endroit qu'il appelle aujourd'hui sa maison. Une vie toujours en mouvement à 87 ans. À 87 ans, Enrico Macias refuse de vivre comme un homme qui attend la fin. Malgré plus de 6 décennies de musique, malgré la maladie, les combats judiciaires et les pertes personnelles, ses journées restent organisées autour du mouvement, de la discipline et du sens. La retraite, insiste-t-il, n'est pas une option, non pas parce qu'il craint de vieillir, mais parce qu'il redoute de disparaître. « S'il n'y a plus de public, je suis fini », a-t-il déclaré un jour sans détour. Cette peur, plus que l'ambition, explique pourquoi il monte encore sur scène alors que nombre de ses contemporains se sont retirés dans le silence. À l'été de l'année précédente, ses fans ont brièvement craint le pire. Les annulations de concerts se sont multipliées sans explication, les rumeurs ont circulé rapidement et l'inquiétude a grandi lorsqu'il a été révélé que Macias souffrait de fractures de 2 vertèbres lombaires. La douleur était si intense qu'elle rendait le chant physiquement impossible. Il décrira plus tard cette période comme une agonie, non pas une souffrance symbolique, mais une douleur réelle et incessante qui l'a contraint à tout arrêter. Pour un artiste qui se définit par la scène, cette interruption avait quelque chose d'existentiel. La guérison ne fut pas facile. Elle a exigé des mois de repos, un entretien physique constant et une discipline personnelle stricte qu'il compare volontiers à celle d'un sportif. Dès le début de l'année suivante, il était de retour dans les salles de concert, notamment lors d'une prestation majeure à Bordeaux, rassurant le public. Il était toujours debout et chantait encore en direct. Ce retour n'a jamais été présenté comme un comeback, mais comme une continuité. De son propre aveu, il n'avait fait que reprendre ce qu'il n'avait jamais envisagé d'abandonner. Derrière cette résistance se cache une série de décisions mûrement réfléchies. Plusieurs années auparavant, Macias avait définitivement cessé de fumer, y compris les cigares, après avoir pris conscience des dégâts causés à sa voix. Il a réajusté son alimentation, instauré une routine d'entretien physique et réorganisé sa vie autour de la préservation plutôt que de l'excès. Ni vanité, ni image, la survie de la voix est devenue la survie de l'homme. Ce refus de s'effacer discrètement est indissociable des lieux où il vit aujourd'hui. Contrairement à de nombreuses célébrités qui se réfugient dans des propriétés luxueuses ou disparaissent à l'étranger, Macias partage sa vie entre 2 espaces profondément symboliques. Paris, où le poids de la mémoire est omniprésent, et Saint-Tropez, où il recherche le calme plutôt que le glamour. Ce ne sont pas des trophées de réussite. Ce sont des refuges émotionnels, physiques et psychologiques, construits lentement au fil d'une existence marquée par l'exil. L'histoire de sa demeure actuelle ne peut être comprise sans d'abord comprendre l'homme qui l'habite. Un artiste qui a perdu son pays, reconstruit son identité par la chanson, enterré l'amour de sa vie et qui croit encore que se tenir devant un public est un acte de survie. Avant de franchir les murs de sa maison, il faut comprendre l'homme qui en parcourt les pièces chaque jour, non pas comme une légende, mais comme quelqu'un qui lutte encore pour rester présent. L'appartement parisien, un lieu qui a refusé de le laisser partir. Depuis plus de 10 ans, Enrico Macias vit dans un vaste appartement du quartier des Grands Boulevards, à Paris. Sur le papier, ce choix paraît peu logique pour un homme de son âge. L'espace est trop grand, les plafonds trop hauts, le silence parfois trop pesant. Il le reconnaît lui-même sans détour.
Cet appartement est bien plus vaste que ce dont il aurait réellement besoin. Et pourtant, il reste. Non par confort, mais parce que partir lui donnerait l'impression d'effacer quelque chose qui respire encore entre ses murs. Ce foyer parisien n'est ni un symbole de réussite ni de richesse. C'est un réceptacle de mémoire. Selon ses propres mots, il est resté parce qu'il ressentait la présence de sa femme Suzy partout, dans les pièces, dans les objets, dans les rituels discrets du quotidien. Après sa disparition, l'appartement a cessé d'être un lieu partagé pour devenir tout autre chose, un refuge. Non pas un endroit pour aller de l'avant, mais un espace qui rend l'immobilité supportable. À l'intérieur, la vie est volontairement simple. Des disques, des piles de papier et un téléviseur souvent allumé, réglé sur des séries américaines qui tiennent compagnie sans exiger d'attention. Il passe ses soirées entouré de traces du passé, non pour les ressasser obsessionnellement, mais pour refuser de les reléguer à l'exil. Là où beaucoup de personnalités publiques effacent les souvenirs de la perte, Macias a choisi la cohabitation. Dans cet espace, le chagrin n'est pas un adversaire à vaincre, c'est une présence avec laquelle on apprend à vivre. La nourriture est devenue l'un des rares plaisirs reliant le passé au présent. Parmi tous, un se distingue avec une constance presque surprenante, le millefeuille. Il en parle avec une forme de tendresse, avouant ne jamais pouvoir y résister lors des réunions familiales. Ce dessert dépasse largement l'habitude. Il le ramène à son enfance, à Constantine, lorsqu'il achetait des pâtisseries en sortant du cinéma, bien avant que l'exil ne redessine son existence. Dans cet appartement, ces petits rituels l'ancrent dans une continuité que ni la politique, ni l'histoire, ni les drames personnels n'ont totalement pu rompre. La famille continue de franchir le seuil. Ses enfants et petits-enfants viennent, remplissant l'appartement de moments qui interrompent brièvement sa quiétude. Les rires reviennent, les repas s'étirent, et la mémoire se transforme, passant du poids à la chaleur. Puis, lorsque la porte se referme, l'appartement retrouve son rythme silencieux, un rythme qu'il a appris à ne plus combattre. Avec le réalisme que donne l'âge, il reconnaît qu'un départ sera peut-être nécessaire un jour. L'appartement devient plus difficile à gérer, physiquement comme émotionnellement. Mais ce départ, s'il devait avoir lieu, ne serait pas une fuite. Ce serait le geste lucide de tourner une page déjà pleinement lue. D'ici là, ce lieu parisien demeure ce qu'il est depuis des années, un témoin. De l'amour, de la perte et d'un homme qui refuse d'amputer son passé pour survivre au présent. L'Acadia, la villa qui maintient sa vie en équilibre. Bien au-dessus de la foule de Saint-Tropez, sur les hauteurs discrètes du chemin du Capon, se dresse le lieu qu'Enrico Macias considère comme son véritable point d'ancrage. Baptisée l'Acadia, la villa n'est pas une demeure conçue pour impressionner les visiteurs ou les photographes. Elle se tient volontairement à l'écart des excès qui ont fait la renommée de la ville. Pour Macias, Saint-Tropez n'a jamais été une histoire de yacht, de fête ou de rituel de célébrité. Il s'agissait de distance. Distance avec le bruit, les attentes et le regard constant qui l'a accompagné pendant des décennies. Il a répété à de nombreuses reprises qu'il n'aimait pas les mondanités. Ce qui le retient ici, ce sont les habitants de la région dont beaucoup le connaissent depuis des années et l'ont accueilli non comme une star, mais comme un voisin. Cette distinction est essentielle à ses yeux. Après une vie marquée par le déplacement, contraint de quitter l'Algérie, se reconstruisant en France, traversant des controverses politiques, Saint-Tropez est devenu l'un des rares endroits où il ne s'est senti ni exilé ni exposé. La villa elle-même est nichée au cœur d'un vaste jardin méditerranéen, planté d'oliviers et de lavandes, s'étendant sur près d'1 hectare. Le calme y est volontaire. C'est ici qu'il vient se ressourcer, ralentir et ces dernières années, se soigner. Après s'être fracturé des vertèbres et avoir été contraint d'annuler des concerts, c'est là qu'il a passé une grande partie de sa convalescence. Loin de Paris, loin des questions,
loin de la pression d'avoir à expliquer son âge, sa santé ou son endurance. Mais l'Acadia n'est pas seulement un refuge de paix, c'est aussi un réservoir de souvenirs. Pendant des années, la villa a été animée par les étés en famille, les repas partagés et les longues soirées musicales. C'est ici qu'il a vécu avec Suzy, la femme qu'il a aimée pendant des décennies, à travers la maladie et la persévérance. Après sa disparition, la maison a changé de nature. Ce qui était joyeux est devenu sacré. Mathias la décrira plus tard comme sa boîte à souvenirs, un lieu qui conserve des instants qu'il refuse de laisser se dissoudre dans l'abstraction. Enfants et petits-enfants ont grandi entre ces murs. Les photos de famille, les habitudes transmises et les silences partagés ont transformé la villa en quelque chose de bien plus fragile qu'un simple bien immobilier. Elle est devenue un territoire émotionnel. La perdre, a-t-il confié sans détour, lui donnerait le sentiment de perdre le dernier lien physique avec la vie qu'il a reconstruite après l'exil. Cela explique pourquoi la villa occupe une place si centrale dans son existence actuelle. Ce n'est pas l'endroit où il se cache du monde. C'est celui où il retrouve la force d'y retourner. Chaque concert qu'il donne encore, chaque apparition publique qu'il accepte, reste silencieusement rattaché à ce lieu, le seul environnement où il se sent totalement à l'abri des regards. Pourtant, sous cette tranquillité, se cache une tension qui le suit depuis des années. Car l'Acadia est aussi le point névralgique d'un combat juridique et financier qui a failli réduire à néant tout ce qu'elle représente. Et cette bataille n'a pas commencé à Saint-Tropez. Elle a commencé avec une banque, une promesse et une décision prise bien avant que quiconque n'imagine à quel point la sécurité pouvait être fragile. Le procès qui a failli tout lui prendre. La menace qui a plané sur Enrico Macias ne venait ni de l'âge, ni de la maladie, ni d'une popularité en déclin. Elle venait des papiers, d'une décision financière prise en 2007, à une époque où sa carrière était stable, sa santé intacte et sa confiance dans les institutions encore solides. Ce qui a suivi est devenu l'épreuve judiciaire la plus longue et la plus éprouvante de sa vie, une épreuve qui a placé sa maison de Saint-Tropez directement sous la menace d'une saisie. L'origine de la crise se trouve dans un prêt contracté auprès de Landsbanki Luxembourg, filiale de la banque islandaise Landsbanki. À la recherche de fonds pour financer des travaux dans sa villa, Macias accepte un montage financier complexe présenté comme sécurisé. Le prêt total s'élève à 35 millions d'euros. Seuls 9 millions lui sont versés directement. Les 26 millions restants sont placés dans des produits financiers, principalement des assurances vie, censées générer des revenus suffisants pour compenser le coût même du prêt. La promesse est simple et rassurante. Une opération dite blanche, sans risque réel. Puis survient l'effondrement financier de 2008. La maison mère islandaise de Landsbanki s'écroule lors de la crise, entraînant des procédures de liquidation à travers l'Europe. Les placements présentés comme sûrs perdent leur valeur et les liquidateurs se tournent vers les garanties. Parmi elles, la villa de Saint-Tropez de Macias et son appartement parisien. Pour le chanteur, le choc est brutal. Il décrira plus tard la situation avec des mots sans détour, affirmant publiquement qu'on lui avait menti, qu'il avait été trompé et abusé. Mais devant les tribunaux, l'émotion ne suffit pas. Les juges examinent les contrats, les clauses, les signatures. Aucun document écrit ne garantit explicitement les placements. Les juridictions concluent que le risque existait et que l'emprunteur l'avait accepté. En 2014, un tribunal luxembourgeois ordonne à Macias de rembourser 30 millions d'euros au liquidateur de la banque. Les recours s'enchaînent, tous sont rejetés. En 2017, la décision devient définitive après le rejet d'un ultime pourvoi devant la plus haute juridiction. Dans le même temps, en France, la procédure pénale visant d'anciens dirigeants de Landsbanki, poursuivis pour escroquerie, s'effondre. Le tribunal de Paris estime qu'aucune manœuvre frauduleuse ne peut être établie. Ce moment restera connu comme le procès de la dernière chance.
Si la fraude avait été reconnue, tout aurait pu être rouvert. Au lieu de cela, le verdict a scellé sa vulnérabilité. Le risque de saisie est devenu réel, immédiat, terrifiant. Pour Macias, il ne s'agissait pas d'argent. Il l'a répété à maintes reprises. Il s'agissait de perdre la dernière preuve tangible de tout ce qu'il avait reconstruit après l'exil. La villa n'était pas un bien, c'était une vie. Et pendant plus de 10 ans, il a vécu avec cette peur, se produisant sur scène, souriant, remerciant le public, tout en portant intérieurement l'angoisse d'un homme susceptible de perdre son foyer à tout instant. À ce jour, le statut définitif de la propriété demeure flou. Ce qui est certain, en revanche, c'est l'impact psychologique. Cette affaire l'a davantage marqué que n'importe quelle tournée. Et pourtant, même là, il a refusé l'amertume. Au lieu de se retirer, il a continué à chanter, comme si la scène elle-même était une manière de résister à l'effacement. Et c'est peut-être là la clé pour comprendre la suite. Car après les tribunaux, les dettes et la peur, il reste quelque chose de plus fort que les biens ou les verdicts, le besoin d'être entendu, d'être utile et de rester lié à ceux qui n'ont jamais cessé de l'écouter. Prise de position, controverse, et le prix de ne jamais détourner le regard. Pour Enrico Macias, le lieu où il vit n'a jamais été dissocié des positions qu'il défend. Bien avant que les réseaux sociaux ne transforment chaque déclaration en champ de bataille, il a choisi de parler sans détour et d'en accepter les conséquences. Ce choix a façonné non seulement son image publique, mais aussi les endroits où il pouvait se rendre, ceux où il pouvait vivre en paix et ceux dont les portes resteraient fermées. Son attachement à Israël est constant et public depuis des décennies. Au milieu des années 2000, il a été officiellement honoré par le ministère israélien de la Défense pour son soutien durable au pays et à son armée. Il a participé à des événements de solidarité, parrainé des initiatives en faveur des forces de surveillance des frontières israéliennes et pris part à des rassemblements organisés par de grandes institutions juives de France lors de périodes de crise. Pour lui, ces actions n'étaient pas symboliques. Elles constituaient, selon ses propres mots, la continuité des valeurs qu'il chante depuis ses débuts, la survie, la dignité et la paix par la reconnaissance. Dans le même temps, Macias a toujours rejeté les raisonnements binaires. Dans ses interviews, il a condamné ouvertement l'antisémitisme tout en refusant l'idée que la fuite soit une solution. Il a raconté des échanges dans la rue où il insistait pour crier à la fois son soutien à la Palestine et à Israël, non comme un slogan, mais comme une leçon. À ses yeux, reconnaître l'un n'efface pas l'autre. Cette position, nuancée et profondément personnelle, n'a satisfait presque personne dans un climat exigeant de plus en plus des positions absolues. La tension s'est accrue après la reprise des violences au Moyen-Orient. Lors d'un débat télévisé à l'automne 2023, Macias a tenu des propos à l'égard de membres d'un parti politique français qui ont été largement condamnés pour leur formulation. Ces déclarations ont déclenché une vague de réactions, des tentatives de clarification et un regain d'attention critique autour de ces paroles. Pour la première fois depuis longtemps, il ne s'est pas seulement senti critiqué, mais redouté, non physiquement, mais socialement. Les invitations se sont raréfiées. Le silence s'est installé. La politique en France a suivi un parcours tout aussi complexe. Il a soutenu des candidats de gauche au début de sa vie, puis appuyé Nicolas Sarkozy à 2 reprises, tout en répétant qu'il n'appartenait à aucun camp. Interrogé sur ce point, sa réponse est restée constante. Sa fidélité à Israël et son rejet des extrémismes comptaient davantage que les étiquettes partisanes. En 2020, il a même déclaré publiquement qu'il quitterait la France si l'extrême droite arrivait au pouvoir, non comme une menace, mais comme une limite. Et puis il y a l'Algérie, le pays qu'il n'a jamais cessé de porter en lui, malgré l'impossibilité d'y retourner. « Je suis né dans un pays qui n'existe plus », a-t-il écrit dans son autobiographie. Non par provocation,
mais par douleur. Il a refusé toute intervention présidentielle pour faciliter un retour, affirmant que si cela devait se produire, ce serait entre lui et le peuple algérien, sans privilège. Il parle de l'Algérie non comme d'une nostalgie, mais comme d'une responsabilité. Ce que traverse son peuple continue de le concerner profondément. Tout cela explique pourquoi ces lieux de vie sont si essentiels. Paris lui offre l'anonymat et la mémoire. Saint-Tropez lui apporte la distance et la discrétion. Ensemble, ils constituent des refuges face à un monde où chaque mot peut coûter l'accès, la sécurité ou la paix. Ces maisons ne sont pas des retraites hors du débat. Elles sont les conditions mêmes qui rendent possible la poursuite de son engagement. Et pourtant, malgré les controverses, il reste là où il est. Il ne se retire pas. Il ne s'excuse pas d'exister. Il continue de chanter, de parler et de revenir au même lieu, non parce qu'ils sont sûrs, mais parce qu'ils sont sincères. Comment il vit aujourd'hui et pourquoi il refuse de s'arrêter? Aujourd'hui, sa vie avance selon deux rythmes distincts. À Paris, les journées sont lentes et tournées vers l'intérieur. Il se lève tôt, lit l'actualité, répond aux messages et laisse souvent la télévision allumée en fond. Non pour se distraire, mais pour se tenir compagnie. La musique est toujours présente, mais pas en permanence. Certains jours, il chante. D'autres, il se contente d'écouter. L'appartement, rempli de disques et de souvenirs, impose son tempo. Il ne le pousse pas en avant, mais il ne le laisse pas s'effondrer non plus. Dans le sud, le rythme change. Saint-Tropez lui donne de l'air. Pas celui vendu aux touristes, mais celui plus discret qui existe hors saison. Il marche, mange bien, discute avec les habitants qui le considèrent comme une présence familière plutôt que comme une légende. Il reconnaît ne pas suivre de régime strict. Il aime la bonne chère. Il rit à l'idée de se priver de plaisir à son âge. Ce qui compte désormais pour lui, c'est l'équilibre. Suffisamment de discipline pour préserver sa voix, suffisamment d'indulgence pour se rappeler que la vie mérite encore d'être savourée. Physiquement, il se traite comme un sportif professionnel en fin de carrière. Il s'entraîne, surveille sa respiration, protège sa voix avec soin. Avoir arrêté de fumer il y a plusieurs années n'avait rien de symbolique. C'était une nécessité. Chanter n'est plus quelque chose qu'il peut tenir pour acquis. Chaque concert exige désormais préparation, récupération et retenue. Et pourtant, lorsqu'il monte sur scène, la peur disparaît. Il l'a dit sans détour. Le public le maintient en vie. Sans ce lien, il pense qu'il s'éteindrait rapidement. Sur le plan émotionnel, il vit avec l'absence. La mort de sa femme a tout redessiné. L'endroit où il vit, sa manière de manger, la façon dont il passe ses soirées. Il ne parle pas de tourner la page, il parle de continuer. Cette nuance guide ses choix quotidiens. Même entouré de sa famille, même accueilli par les applaudissements, il subsiste un silence intime qui ne s'efface jamais complètement. Et malgré tout, il refuse l'amertume. Il répète inlassablement le même message. Il faut préserver l'espérance, même lorsque les circonstances semblent la contredire. Ce qui frappe, c'est le peu de mise en scène qu'il reste dans sa vie. Pas de grandes déclarations, pas de réinvention, pas de tentative désespérée de rester dans l'air du temps. Il sort de la musique parce qu'il en a envie, il se produit parce qu'il le peut, il se repose parce que son corps l'exige. Tout le reste a été écarté. Ce qui demeure, c'est l'intention. À un âge où la plupart des figures publiques se replient dans des apparitions contrôlées ou disparaissent complètement, il continue d'être là, imparfait, plus lent, parfois douloureux, mais présent. Ces lieux de vie reflètent cette réalité. Ce ne sont pas des monuments, ce sont des outils qui lui permettent de continuer, et c'est peut-être la conclusion la plus honnête de toutes. Après l'exil, les controverses, l'amour, la perte et la survie, l'endroit où il vit aujourd'hui n'est pas une affaire de luxe. C'est une affaire d'endurance. Qu'est-ce qui, selon vous, permet à Enrico Macias de continuer après tant d'années, la musique, les souvenirs ou l'amour de son public? Choisiriez-vous une vie calme comme la sienne
Ou quitteriez-vous la scène plus tôt? Dites-le nous dans les commentaires et n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager si vous souhaitez découvrir d'autres histoires vraies derrière des vies légendaires.